Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je viens vous raconter la disparition mystérieuse de Joshua Guimond, un étudiant de l'université privée de St. John's dans le Minnesota. Que s'est-il passé dans la nuit du 9 au 10 décembre 2002 ? Pourquoi a-t-il brusquement quitté la petite fête à laquelle il participait ? Qu'est-il arrivé sur les 700 mètres qui séparaient l'appartement de son ami Nate du sien ? S'agit-il d'un accident ? Si oui, pourquoi n'a-t-il jamais été retrouvé ? Sa disparition est-elle liée à un triangle amoureux ? Ou allait-il retrouver un homme avec qui il discutait en ligne ? Est-il devenu la cible idéale d'un tueur qui rôdait ? Et est-ce un hasard s'il enquêtait sur les scandales d'agression sexuelle perpétrés par les moines qui vivaient sur le campus ? Pourquoi le chien pisteur a flairé son odeur jusqu'à l'entrée de l'abbaye ? Vous allez voir, cette affaire part dans tous les sens. Il faut démêler l'histoire, la chronologie, les rumeurs des faits, et ce n'est pas une mince affaire. Alors, ne perdons pas de temps. Joshua Guimond, descendant d'immigrés français, grandit à Maple Lake, au Minnesota. La petite ville de 2000 âmes tient son nom du lac autour duquel les habitants organisent leur quotidien et des érables qui se penchent sur l'étendue d'eau. Tout le monde se connaît ici. Josh, fils unique de Lisa et Brian, joue du trombone et chante à l'église. On est tout au nord des États-Unis. Plus au nord, c'est le Canada, n'en déplaise à Donald Trump. La région est magnifique, verdoyante en été et d'un blanc immaculé en hiver. Le lac reste gelé plusieurs semaines sur une épaisseur si grande que les habitants du coin s'y retrouvent chaque année pour ce qu'ils appellent des derbies de pêche sur glace. Josh obtient son diplôme du secondaire au lycée local. Mais ce n'est pas un élève lambda. Chaque année, durant 4 ans, il est élu vice-président du conseil des lycéens, poste qu'il adore puisque ça lui permet aussi de siéger au conseil de l'école. Il lance un programme pour les élèves, un mock trial. Ça n'existe pas en France à ma connaissance, mais aux États-Unis il y en a pas mal. Il s'agit pour des élèves ou des étudiants de monter et de participer à de faux procès. De quoi développer des compétences en expression orale et s'entraîner pour devenir politicien ou avocat. C'est donc logique si, en dernière année, il est élu représentant des classes de terminale. Les saisons passent, la fin de la puberté approche, et avec elle, la fin du lycée. Au début de l'été 2000, Josh devient major de sa promotion et décroche aussi le titre de valedictorian, qui lui confère l'honneur de clore par un discours la cérémonie de remise du diplôme. C'est lui qui scelle la fin de l'école. Lui qui assure la transition entre le monde des adolescents et le monde des adultes, le monde du travail et des factures. Ceux qui iront à l'université bénéficieront encore de quelques années d'une certaine innocence. Ce jour-là, Josh, grand blond aux traits fins et aux épaules carrées, pose ses mains sur le pupitre devant lui. Il veut être politicien ou avocat, faire une grande carrière. Et à cet instant, tout le monde est persuadé qu'il aura sa carrière. Je vous passe l'enregistrement. Vous allez entendre sa voix. Il faut l'imaginer vêtu de sa robe de cérémonie et du fameux chapeau définissant. Chers diplômés, nous avons eu la chance d'être très bien préparés à célébrer la fin du dernier chapitre du premier volume de nos vies. Ce jour est le nôtre. Nous avons réussi. Nous sommes diplômés et nous sommes le futur. On ne vous laissera pas tomber. Merci. Faisons un petit bond dans le temps. Le Josh lycéen a laissé la place au Josh étudiant, un jeune adulte de 20 ans, plus d'1m80 pour 80 kg. Beau d'après les photos. À l'époque, il n'y avait pas les filtres et la possibilité de refaire 100 fois une photo. Alors, si t'étais beau sur les photos développées, on pouvait considérer que t'étais vraiment beau. Continuant d'apprendre avec passion, il est vite devenu l'un des meilleurs étudiants de l'université privée catholique de St. John. Le truc, c'est que l'endroit est un peu particulier. Déjà, le campus est totalement isolé sur un bout de terre, entouré de lacs et de forêts. Sur
1400 hectares. La ville la plus proche est à 10 km. Du coup, il y a quand même quelques commerces sur place et l'université est devenue finalement sa propre ville, College Ville, comme c'est original. Parmi les 3500 personnes qui vivent sur place, 29% sont des moines. Oui, des moines bénédictins. Il y a un monastère et une abbaye. Et de sa création en 1857 jusqu'en 2012, St. John's est réservée aux hommes. Elle est sélective, élitiste, ne serait-ce qu'au vu des plus de 50 000 $ qu'il faut verser par an pour y étudier. Évidemment, Josh étudie les sciences politiques. Il compte toujours devenir avocat ou politicien. Il joue du baryton dans l'orchestre de l'université et participe à des débats et à des mock trials, les faux procès dont je vous ai parlé. Il habite dans la résidence étudiante appelée Sainte-Maure, au cœur du campus de St. John's. D'après les statistiques de la chaîne, vous, chers auditeurs, êtes plutôt de ma tranche d'âge, voire plus âgés. Pour les plus jeunes, nos soirées étudiantes qui ont eu lieu avant que tout le monde ait des smartphones au bout des doigts ressemblaient aux vôtres. On se retrouvait dans un appartement à refaire le monde en buvant des bières pas trop chères, parfois en faisant tourner un petit joint. On choisissait avec soin la musique, c'était souvent le sujet le plus récurrent de la soirée. On papotait, on se racontait des histoires, on jouait de temps en temps. Parfois, on avait la chance de pouvoir conclure avec notre crush et surtout, on se marrait. Bref, la même chose que les soirées actuelles, si ce n'est peut-être le fait qu'on devait être à 100% avec les gens présents, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'être en contact avec les autres. Et c'est exactement à ce genre de soirée que Josh se rend le samedi 9 novembre 2002. Mais peut-être faut-il commencer la chronologie des faits dès le matin de cette dernière journée. Entre 10h et midi, Josh fait des recherches sur Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis, pour un travail à rendre en cours d'histoire. Durant ces 2 heures, il utilise son ordinateur et échange sur AOL Instant Messenger, la messagerie de l'époque quasi unique, avec son ex-petite amie, Cathy. Ils ont été ensemble près de 5 ans et se sont séparés l'été précédent. Ensuite, entre midi et nuit et 13h, Josh se rend à la bibliothèque du campus pour emprunter des livres sur Hamilton. De retour dans sa chambre, il se réinstalle devant son ordinateur pour continuer son travail jusqu'à 14h30. Il consacre l'heure suivante à vérifier sa boîte mail et à chercher des emplois saisonniers dans sa ville natale. Je ne pense pas qu'il comptait travailler pour Noël, je suppose que c'était pour anticiper l'été à venir. C'est-à-dire que, vu le prix de l'année d'études, il y a de quoi stresser. À 15h46, Josh consulte les horaires des films diffusés au cinéma du campus ce jour-là. 9 minutes plus tard, il utilise son badge pour rentrer dans sa chambre étudiante. Durant l'heure suivante, il travaille sur le budget de l'association du mock trial pour préparer la réunion prévue le lendemain, donc le dimanche. À 16h54, il tape le titre du film Brewster's Millions ou Comment claquer 1 million de dollars par jour en français sur le moteur de recherche Yahoo. Dans les 2 heures qui suivent, il dîne avec ses colocataires, dont son meilleur ami, Nick. Après le dîner, peu avant 19h, un ami à lui, nommé Alex, le rejoint dans sa chambre. Les 2 étudiants écoutent de la musique et utilisent l'ordinateur de Josh pour faire des recherches internet sur les bières qu'ils sont en train de siroter. Vers 20h30, Josh invite Alex et Nick à sortir fumer un de ces fameux cigares de la victoire. Alors oui, il a cette petite tradition assez, oserais-je dire, assez bourgeoise. Toujours est-il qu'il vient de gagner un débat lors d'un mock trial et a acheté des cigares exprès pour fêter ça. Alex accepte l'invitation mais panique parce qu'il a d'autres plans. Il a prévu de se joindre à une petite fête chez Cathy, l'ex de Josh. Si vous vous posez la question, non, ses intentions ne sont pas purement amicales. Entre 22h et 23h, un des colocataires, Greg, rejoint Josh et Alex dans la chambre de Josh. Ils continuent de boire, de regarder des trucs drôles sur Internet et des résultats sportifs. À 23h06, Josh badge de nouveau pour entrer dans sa chambre. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'il est parti faire dehors, mais peut-être est-il allé chercher des pierres. C'est l'hypothèse la plus probable. Puis les 3 amis quittent la chambre de Josh,
Direction l'appartement d'un certain Nate. Alors, pour vous situer géographiquement, parce que c'est toujours super important dans les disparitions, souvenez-vous que la résidence Sainte-Maure où vit Josh est au cœur du campus. Pour aller chez Nate, il faut traverser 2 parkings vers le nord, puis un petit pont de, 50 mètres de long maximum. Ce pont traverse un cours d'eau qui sépare à gauche, donc à l'ouest, le lac de Stumpf, Stumpf. Je sais, c'est un nom sympa. Et à droite, donc au nord-est, le lac East Gemini, Gémeaux Est. Là encore, un nom un petit peu chelou quand même. À la sortie du pont, il faut tourner à gauche sur la rue de la ferme des fruits, décidément, puis tout de suite à gauche et on arrive à l'immeuble Metten Court. C'est là que vit Nate. Le trajet fait 700 mètres. À vous de décider combien de temps 3 hommes de 20 ans d'1m70-80 mettent à parcourir cette distance, mais ça doit leur prendre 5 bonnes minutes, moins de 10 minutes. Les 3 garçons arrivent entre 23h15 et 23h30. La soirée n'a rien à voir avec les fêtes folles des fraternités. Il y a une dizaine de personnes qui discutent, boivent des bières et jouent au poker. C'est tranquille. Josh connaît la majorité des gens. La plupart font partie de son groupe de mock trial, mais il y en a d'autres qui connaît pas, qui l'apprend à connaître. Il n'y a pas d'allée et venue. C'est pas le genre de fête où on invite les connaissances des potes, des amis. Non, il n'y a personne qui s'incruste à la dernière minute. Mais entre 23h45 et minuit, c'est-à-dire peu après son arrivée, Josh quitte les lieux. Un premier témoin se souvient de Josh annonçant qu'il devait aller quelque part, tandis qu'un second n'en a aucun souvenir et estime que Josh s'est juste levé, puis est parti sans dire un mot. Théoriquement, les 2 témoignages ne sont pas vraiment contradictoires. Josh n'a pas fait de grande annonce, mais il a peut-être dit à ceux avec qui il discutait à ce moment-là « Bon, allez, il faut que j'y aille ». D'ailleurs, le premier témoin, un certain Eric, insiste « Josh n'a pas explicitement dit qu'il était attendu quelque part, mais la façon dont il l'a dit le suggérait fortement. On suppose donc qu'il a plutôt dit quelque chose du genre « Il faut que j'y aille, je dois y aller », plutôt qu'un simple « J'y vais, je déconne ». Enfin, si on en croit l'impression et la mémoire de ce Eric. Quant aux autres témoins, sur le coup, ils ne se sont pas du tout inquiétés. En fait, la plupart pensaient qu'il était juste allé aux toilettes. En même temps, il venait d'arriver, pourquoi même venir si c'était pour rester moins de 30 minutes? Une jeune femme qui habite dans les résidences voisines de Metten Court voit Josh marcher en direction de la route, probablement pour rejoindre le pont et rentrer chez lui. Vous allez me dire, comment est-ce qu'elle est sûre que c'est lui? Eh bien, elle le connaît vraiment bien et elle en est certaine. 2 autres témoins, un couple, auraient vu un jeune homme vêtu d'un jean et d'un hoodie gris entre minuit 15 et minuit 30 sur le pont. Ça correspond à la description de Josh, mais nous sommes un samedi soir sur un campus et il y a du passage. Est-ce que quelqu'un le voit rentrer chez lui cette nuit-là? Parce que bon, dans cette résidence étudiante, tout le monde se connaît. En fait, c'est plus un appartement à étage qu'une véritable résidence étudiante, puisqu'il n'y a que 6 locataires. Le rez-de-chaussée comprend les espaces communs et il y a 2 chambres par étage dans les 3 étages du dessus. Josh et Nick occupent les 2 chambres du 3e étage, le dernier. Et pour entrer, il faut badger. Vers 2h45 du matin, Nick revient de la petite fête chez Cathy et constate que Josh n'est pas dans sa chambre. Mais il pense que il doit être à la soirée poker. Greg rentre lui vers 3h et on ne sait pas ce qu'il a constaté en entrant, s'il a constaté quelque chose. En fait, il semble qu'il soit allé directement se coucher. Quant aux 3 autres colocataires, on sait que l'un d'eux était absent tout le week-end. Pour les 2 qui restent, on n'en sait rien. Une chose est sûre, Josh n'utilise pas son badge pour entrer dans la résidence. Donc, on est d'accord. A priori, vers minuit, Joshua quitte Metten Court et s'évapore dans la nature. Sauf que Josh avait sur son PC un lecteur audio et qu'à 23h52, ce logiciel est utilisé. À 23h53, une chanson est passée. Vous savez quand on zappe un son sur notre playlist parce qu'à ce moment-là, ça ne nous tente pas de l'écouter. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe sur le PC de Josh. D'après les informaticiens contactés lors de l'enquête, ça signifie que oui, normalement, quelqu'un clique sur les boutons manuellement.
D'autres chansons sont écoutées, d'autres chansons sont zappées, jusqu'à minuit 32. Il n'y a pas 10 000 possibilités. 1. Josh n'est jamais rentré chez lui et le logiciel a buggé. 2. Josh n'est jamais rentré chez lui et quelqu'un a utilisé son ordinateur. 3. Josh est rentré chez lui en utilisant son badge et la machine n'a pas enregistré son passage suite à un bug. 4. Josh est rentré chez lui grâce à quelqu'un qui lui a ouvert. 5. Josh est rentré chez lui par la porte restée ouverte. Vers 11h le dimanche matin, Nick trouve que ça commence à être long. Ce n'est pas le genre de Josh de découcher sans prévenir. Il se connecte à sa propre messagerie AOL et constate que le compte de Josh est inactif depuis plus de 12 heures. Je ne me souviens plus, mais je suppose que c'était le même principe qu'on a maintenant sur Messenger avec machin était actif il y a 15 minutes. Nick demande à Craig et Alex, qui étaient avec Josh à la soirée, puis aux autres colocataires s'ils l'ont vu. Il contacte aussi son ex-petite amie Cathy, d'autres amis communs. Il appelle ses contacts à l'association de Mock Trial, mais personne n'a de ses nouvelles. Quand Josh ne se présente pas à la réunion sur laquelle il avait planché pour le budget de l'association, beaucoup commencent à saisir la gravité de la situation. À 16h20, deux amis de Josh, Alex avec qui il avait passé la soirée de la veille et un certain Dusty, ainsi que son colocataire Greg, poussent la porte du bureau de la sécurité du campus de St. John's. Peu après 17h, d'autres colocataires, dont Nick, préviennent à leur tour la même sécurité. À 21h46, ce soir-là, le doyen de l'université appelle Lisa, la mère de Josh. Ses parents sont séparés. Il lui demande de signaler la disparition de son fils, ce que fait bien sûr la pauvre femme, gagnée par la panique. À 22h13, des pompiers et des amis de Josh commencent à fouiller le campus. Ils font du porte-à-porte, espérant encore le trouver assis sur une chaise chez un autre étudiant, écoutant de la musique comme à son habitude, ou bien tomber sur quelqu'un qui leur annonce que « Oh, bah, il est juste parti chez machin, il va revenir demain ». Malheureusement, à la place, les pompiers sont accueillis par des yeux incrédules, mais au moins, l'alerte est donnée. Quelques minutes après minuit, des policiers du bureau du shérif arrivent sur les lieux. Ils visitent plus qu'ils ne fouillent la chambre de Josh. Ils ne constatent aucune trace de lutte, pas de note de suicide. La télévision est allumée, il y a des canettes de pierre vides, des photos de Cathy et lui, un poster de Gwen Stefani, mais aussi son portefeuille et les clés de sa voiture qui n'a pas bougé d'un pouce sur le parking. Il découvre aussi ses lunettes, son étui à lentilles et le produit nettoyant qui va avec. Ça veut clairement dire qu'il n'est pas parti volontairement, du moins qu'il n'avait pas prévu de partir si longtemps volontairement. Pour les plus myopes d'entre vous, vous savez déjà de quoi je vais parler. Perso, j'ai eu 20 ans et j'étais déjà myope comme une taupe à l'époque, -4, -5. Si un objet est à plus de 50 centimètres, il est tout flou. Et quand tu découches à 20 ans, tu emmènes ton boîtier à lentilles et tes lunettes. Quand j'avais le malheur de ne pas le faire, j'avais les yeux secs le lendemain matin et je chopais des infections. Tu finis par faire attention et emmener le nécessaire. Josh était certainement quelqu'un de beaucoup plus responsable que moi. Dans tous les cas, ça exclut ce que l'on appelle la fugue, un départ volontaire, et ça dit qu'il s'est passé quelque chose que Josh n'avait pas prévu. Peu après 2h du matin, les parents de Josh se garent à leur tour sur le parking du campus pour aider aux recherches. Un chien policier est amené sur les lieux, dans l'appartement de Nate, et trace la piste de Josh jusqu'au petit pont. Là, le chien s'arrête et semble perdre l'odeur. Dans les jours qui suivent la disparition de Josh, que font les policiers? Quelles sont leurs hypothèses de travail? La première d'entre elles est la noyade. Déjà parce que pour rentrer chez lui, Josh devait passer sur un pont surplombant un cours d'eau qui relie deux lacs. Ensuite, parce que quand de jeunes hommes disparaissent après une soirée alcoolisée, on les retrouve souvent dans l'eau. C'est fréquent, même en France, dans toutes les grandes villes, c'est fréquent. Alors, la plupart des policiers en sont convaincus, Josh, alcoolisé, est tombé dans l'eau et s'est noyé. On va voir qu'il y a plusieurs éléments qui, même sans prêter attention aux autres hypothèses, font sérieusement tanguer la théorie de la noyade. Pour le moment, les autorités accompagnées de près de 200 bénévoles mettent le paquet.
hélicoptères avec radar infrarouge, chevaux, chiens, sonars, caméras sous-marines. Un journaliste local explique: c'est le plus gros effort de recherche que je n'ai jamais vu, c'est sûrement le plus gros effort de recherche de tout le comté. Mais aucune trace de Josh. Les autorités contactent aussi le FBI et une rumeur commence à s'élever. C'est que Josh n'est pas le premier jeune homme à disparaître dans les environs. Chris Jenkins, 21 ans, s'est évaporé 10 jours plus tôt après une soirée Halloween dans un bar de Minneapolis, duquel il avait été viré parce qu'il était trop saoul. Et entre la disparition de Chris Jenkins et de Josh, le 6 novembre, c'est Michael Knowles qui s'évanouit dans la nature après une fête dans la ville d'Eau Claire, à la frontière du Minnesota, le jour de ses 22 ans. Les autorités estiment qu'aucun élément ne relie ces 3 disparitions, même si elles n'excluent pas cette possibilité. Au bout de quelques jours de recherche, les volontaires sur place comprennent que les policiers et le FBI ont surtout une hypothèse en tête, celle de la noyade. L'air devient plus froid et sec. On approche fin novembre et le lac gèle par endroits. Alors une petite musique affreuse monte, inaudible pour les proches de Josh. Le corps finira par remonter au printemps. Il faut maintenant attendre que l'hiver passe. Les recherches sont suspendues. On comprend d'un côté la décision des autorités parce que, même si ça paraît horrible, les policiers ne peuvent pas faire que ça. Une fois qu'ils sont fouillés, ratissés, 2 problèmes tout de même. De 1, ils ne vont pas vraiment chercher à éliminer les autres hypothèses en attendant, et de 2, la piste de la noyade reste bancale. D'abord parce que Josh n'était pas complètement saoul. Il avait bu, certes, une dizaine de bières environ sur une période de 6 heures, mais n'avait pas pris d'alcool fort et avec son gabarit et le dîner, normalement, il pouvait gérer les 10 bières. Il ne tanguait pas, parlait et marchait normalement, d'après ses amis. Ensuite, l'autre problème, c'est que le pont passe au-dessus d'un cours d'eau, d'accord, mais un cours d'eau de moins de 20 mètres de large et d'1 mètre de profondeur à tout casser. On est sur une petite liaison entre 2 lacs. Et puis, admettons qu'il ait voulu quitter la route principale pour aller se soulager, il y avait des buissons partout. C'était très peu accessible. Et il ne faisait même pas froid, 7 degrés environ. L'eau n'était pas beaucoup plus fraîche. En plus, il n'y avait pas de courant. Le 29 décembre, alors que Josh a disparu depuis 50 jours et que les recherches sont à l'arrêt, la famille y fait venir un chien de Saint-Hubert sur le campus. Ce sont les meilleurs chiens de recherche utilisés dans de nombreux pays. En France, on préfère les malinois et j'en ai parlé dans l'épisode sur la disparition de Maddie McCann. C'est vraiment dommage car les bergers belges sont des chiens très stressés et comme c'est à la mode, tout le monde en prend et ils finissent en refuge à vriller dans un box. Bref, le chien est amené sur Metten Court. Là, il piste l'odeur de Josh jusqu'à son appartement à Sainte-Maure, puis, à la surprise générale, il poursuit son chemin jusqu'à l'abbaye de St. John's. Évidemment, la petite équipe demande s'ils peuvent entrer dans le bâtiment et surtout aller dans une zone privée à l'arrière parce que c'est là que la chienne veut les emmener, mais les moines leur refusent l'accès. Finalement, la police intervient et ils sont autorisés à poursuivre leurs recherches. Malheureusement, rien. Vous vous souvenez, 29% des personnes vivant sur le campus sont des moines, et certains d'entre eux sont professeurs. Et il s'avère qu'un scandale vient d'éclater à St. John's. Un scandale qui ressemble fort à notre Bétarame français, qui visiblement n'est pas si scandaleux pour certains, dont notre Premier ministre qui ment ouvertement sur le sujet. La pédophilie a de beaux jours devant elle. Donc, revenons à notre sujet. À l'automne 2002, 4 anciens élèves portent plainte pour des agressions sexuelles et viols ayant eu lieu entre 1981 et 1986 à St. John's. Nick raconte que Josh et lui en avaient discuté et que Josh était furieux de la manière dont ce scandale était étouffé par l'université et les moines. Brian, donc le père de Josh, était d'ailleurs persuadé que son fils effectuait des recherches sur le sujet, peut-être pour un devoir à rendre ou de manière plus personnelle. Les policiers vont donc fouiller son ordinateur, mais ils ne trouveront pas de traces de ses recherches. Par contre, ils découvriront de nouveaux éléments qui ajoutent encore à la confusion.
Le PC de Josh a été utilisé après sa disparition. Un logiciel de suppression de données a été téléchargé. À l'époque, Microsoft cachait l'historique des utilisateurs sur 2 dossiers. Mais il y avait un 3e dossier plus difficile à trouver, si je dis pas de bêtises, et ce dossier-là a été conservé. C'est d'ailleurs ça qui a permis de constater la suppression d'éléments. Quelqu'un a aussi navigué sur internet et visité des sites somme toute assez lambda, Amber Alert, l'équivalent américain des alertes enlèvement, sûrement pour voir si Josh était éligible, mais aussi la carte des environs ainsi que le nom de Josh Guimond et aussi la fameuse émission de télévision America's Most Wanted. Il y a aussi un logiciel qui a été téléchargé, vous savez, comme l'actuel WinRAR, qui sert à compresser des fichiers lourds en un fichier léger. Et d'ailleurs, quelqu'un a utilisé un disque externe, mais on ne sait pas quels fichiers ont été pris, si des fichiers ont été pris. Alors, qui a fait ça? Le père de Josh et l'oncle de Josh ont passé plusieurs jours dans sa chambre après sa disparition. Et ce sont bien eux qui ont utilisé son ordinateur. C'est eux qui ont fait les recherches sur l'alerte Amber et America's Most Wanted et sur les alentours du campus. Ils ont fouillé aussi un peu dans les fichiers et ils ont trouvé 4-5 fausses pièces d'identité. Pas de fausses pièces d'identité de Josh, mais celles de ses amis. Très mal faites apparemment, donc elles n'ont sûrement jamais été utilisées. Mais ils sont formels, ils n'ont pas téléchargé de logiciel pour supprimer des fichiers et n'ont pas téléchargé non plus de programme permettant de compresser des fichiers en zip. Alors, qui d'autre s'est connecté sur l'ordinateur de Josh? Eh bien, il s'avère que pour se connecter à Internet, à partir du PC de Josh, il fallait les codes réseau d'un étudiant de St. John's. Et qui a prêté ces codes au père et à l'oncle de Josh? Nick, le meilleur ami de Josh, son voisin. Accessoirement, le gars qui avait des vues sur Cathy. On peut se demander si les camarades de Josh n'auraient pas tenté de supprimer les fausses pièces d'identité. Mais évidemment, Nick affirme avec persistance qu'il n'a jamais utilisé le PC de Josh après sa disparition. D'ailleurs, les pièces d'identité étaient encore sur l'ordinateur et il n'y a aucune trace de tentative d'effacement. À la sortie de l'hiver, le corps des 2 autres jeunes hommes disparus sont retrouvés. Chris Jenkins, le 27 février 2003, et Michael Knoll, un mois plus tard, le 25 mars. Les 2 sont retrouvés dans un plan d'eau. Ça renforce la conviction des policiers. Le réchauffement de l'eau entraînant une reprise de la décomposition par les archées et bactéries qui produisent des gaz, le corps de Josh ne devrait pas tarder à remonter à la surface et à flotter. Il ne s'agit pas non plus d'attendre les bras croisés. Les autorités reprennent donc les recherches et organisent des plongées dans plusieurs cours d'eau et plusieurs lacs. Le père de Brian achète un kayak et parcourt les berges, craignant et espérant à la fois retrouver le corps de son fils. Mais les semaines passent et même les policiers doivent se rendre à l'évidence. Josh ne s'est visiblement pas noyé. Et s'il ne s'est pas noyé, c'est que quelqu'un lui a fait du mal. Puisque les 2 autres jeunes hommes ont été retrouvés, l'ombre d'un tueur en série qui rôderait s'efface peu à peu. Alors l'étau se resserre sur l'entourage. Et une nouvelle rumeur voit le jour. Au début de l'enquête, un colocataire de Josh rapporte une dispute qui aurait eu lieu entre Josh et Nick le soir du 9 novembre. Et le sujet du conflit, vous l'avez deviné, c'est Cathy. Dans les mois qui ont suivi la disparition de Josh, de nombreux amis se sont interrogés. Est-ce que Cathy et Nick étaient ensemble? Et Cathy admet elle-même qu'il y avait une attirance entre eux. Ils en avaient discuté. Ils se sont même embrassés quelquefois. Le truc, c'est que leurs témoignages diffèrent un peu. Déjà, contrairement à ce qu'affirme Nick, c'est plutôt lui qui était intéressé. Ensuite, et c'est plus inquiétant, ils n'ont pas la même version sur la chronologie du soir de la disparition de Josh. Et ça intrigue les enquêteurs, à tel point qu'ils commencent à se concentrer sur Nick. Car Nick raconte qu'il a quitté l'appartement de Cathy vers 2h30. À 2h42, son badge enregistre son arrivée à Sainte-Maure. Sauf que, dans sa première déclaration, Cathy affirme qu'il est parti vers 1h, 1h30 du matin.
L'appartement de Cathy, dans la ville voisine de Saint-Joseph, était à une dizaine de minutes en voiture. Donc ça laisse 1 heure, voire plus, durant laquelle on ne sait pas ce qu'a fait Nick. Les enquêteurs demandent au jeune homme de passer un polygraphe. Au début, il accepte, mais finalement se rétracte, et son argument est tout à fait crédible. Je ne vous l'ai pas dit, mais Nick est devenu avocat. Il justifie donc son choix en expliquant qu'un détecteur de mensonges n'est pas fiable et que lui sait qu'il n'a rien fait, donc il ne veut pas qu'il y ait un faux positif et que ça influence l'enquête dans ce sens, déviant ainsi le focus des enquêteurs sur les vraies causes de la disparition de Josh. C'est super louable, mais je vous le dis, internet n'est pas de cet avis. Partout, on peut lire des trucs du genre: «Mais faites passer un polygraphe au meilleur ami, bon sang!» ou «Nick doit passer au détecteur de mensonges». Ça fait 23 ans que Josh a disparu et ça fait 23 ans qu'on demande à Nick de le passer. Mais officiellement, il n'a jamais été déclaré comme suspect. Et je me garderais bien de vous dire qu'il a une attitude étrange. Je me demande quelle attitude j'aurais si j'étais accusée d'avoir tué mon ami depuis près de 30 ans. Et puis, il n'y a pas d'éléments matériels, sauf peut-être l'ordinateur de Josh. À part ses colocataires et ses plus proches amis, qui auraient pu se connecter à son ordinateur, télécharger un logiciel pour effacer l'historique Internet et des fichiers, et connecter un disque externe pour y récupérer des dossiers. Le temps passe et les questions persistent. En 2008, de nouvelles analyses sont réalisées sur le disque dur du PC, qui va devenir le cœur de l'enquête. Quelques jours avant sa disparition, Josh avait supprimé des éléments de son ordinateur. Le 28 octobre 2002, il désinstalle un logiciel, le chat Yahoo, le chat Yahoo. Je ne connais pas, mais ça devait être l'équivalent de Caramel qu'on utilisait au début des années 2000. Ben, je crois. C'est en tout cas une application de messagerie. Josh était, comment dire, actif sur ce chat à différents endroits, dans des communautés sur le sport, sur le droit et des communautés de rencontres aussi. 2 nouveaux profils ont été créés sur son compte fin septembre ou début octobre, destinés à des conversations plus explicites. Bref, à caractère sexuel. Vous l'avez vu, plusieurs personnes accédaient visiblement à son ordinateur, donc on ne peut pas dire à 100% que ce soit Josh qui a créé ces 2 nouveaux profils sur le chat Yahoo, mais en même temps, c'était quand même son compte et surtout ces 2 profils étaient utilisés en pleine nuit, dans sa chambre et les données ont été comparées avec les moments où son badge a été utilisé pour entrer et ça coïncide avec les moments où il était présent. Donc bon, sauf si ses colocataires rentraient dans sa chambre la nuit pour utiliser son PC alors qu'il dormait à côté, c'était quand même probablement Josh. Avant de supprimer le logiciel de messagerie, Josh a visité le site du logiciel et a soumis un signalement au sujet d'un des utilisateurs du chat. Le grand public ne sait pas qui il a signalé. D'ailleurs, je ne sais pas si les autorités le savent, mais en tout cas, le 28 octobre, il supprime le logiciel. Il s'est donc passé quelque chose, et quelque chose d'assez perturbant, d'assez grave, d'assez illégal, d'assez pervers, que sais-je, pour que Josh signale cet utilisateur et supprime le logiciel. Et, comme si ce n'était pas assez mystérieux, juste avant le signalement, Josh a passé un appel de 28 minutes et on n'a aucune idée de qui il a appelé. Est-ce que c'est lié ou pas? Bizarre. Mais pour mieux comprendre pourquoi tout ce temps passé sur le chat Yahoo est important, je vais devoir vous dévoiler une partie de la vie de Joshua Guimont qui est intime, privée. Je vais donc tâcher de le faire avec délicatesse. Il semble qu'il ait passé le mois d'octobre à explorer sa sexualité. Je ne sais pas pourquoi au mois d'octobre précisément, sachant qu'on a son historique depuis l'achat de son PC en 2000, mais en tout cas à ce moment-là, il a commencé à visiter des sites porno assez diversifiés et discuter sexe avec d'autres internautes. Et les 2 nouveaux profils qu'il s'est créés dont je vous ai parlé tout de suite, eh bien en fait, il les utilisait en se faisant passer pour une femme. Il avait été en couple 5 ans avec Cathy. Peut-être a-t-il mis quelques mois à se remettre de leur rupture, même s'ils étaient toujours amis, et qu'il s'est rendu compte qu'il avait des envies qu'il n'avait pas encore explorées, voire qu'il avait réfrénées.
Mais peut-être était-ce juste un fantasme comme un autre qu'il n'avait pas l'intention de réaliser. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a, durant cette période, échangé des photos avec des dizaines, voire des centaines d'internautes, des femmes, des hommes et des couples. En quoi savoir tout ça nous donnerait des indices sur sa disparition? Eh bien, pour commencer, on sait que quand les jeunes explorent leur sexualité, c'est là qu'ils sont le plus à risque, et ce, quelle que soit leur orientation sexuelle. L'excitation et l'envie de découvrir prennent le pas sur la sécurité. Clairement, il y a des trucs que tu fais à 20 ans que tu ne referais plus à 40. Est-ce ça qui est arrivé à Josh? Est-ce qu'il aurait fait, comme tant d'autres avant lui et comme tant d'autres après lui, ce qu'on appelle une mauvaise rencontre? Pourquoi est-ce une piste intéressante? Déjà parce que ça expliquerait son départ soudain de la soirée de Nate. Allait-il retrouver quelqu'un? Avait-il rendez-vous? Ou bien a-t-il été suivi par l'un des hommes avec qui il discutait en ligne? Avait-il donné des informations personnelles sur lui qui auraient permis de le retrouver? Bref, est-il tombé sur un tueur qui le visait spécifiquement? Et si Josh avait rejoint un moine ou un prêtre cette nuit-là? Pour le confronter peut-être? Et s'il avait retrouvé l'un d'entre eux sur le chat Yahoo et qu'il s'agissait du profil qu'il avait signalé? Ça peut paraître tiré par les cheveux, mais en 2015, un des prêtres de St. John's a admis avoir eu environ 200 relations sexuelles avec des étudiants de l'université et des élèves du lycée privé. Ce qu'il appelle relations sexuelles étaient, de par son statut au moins, des actes coercitifs, voire des agressions, voire des viols. Toujours est-il que les autorités semblent aujourd'hui poursuivre cette piste puisqu'en 2008, elles diffusent les photos de 28 hommes non identifiés avec lesquels Josh aurait discuté. Je vous mets le lien en commentaire. Je ne dirais pas que les autres ont tous des têtes sympathiques, mais il y en a un qui fait vraiment peur. Je me demande si avec l'intelligence artificielle, on ne pourrait pas les identifier. D'ailleurs, sur les forums internet, certains en font le lien entre l'un des hommes et le révérend Robert Somm, qui était à St. John's à ce moment-là, décédé depuis. Et c'est vrai qu'il y a juste à ajouter la barbe et c'est le même homme. Les policiers ont été mis au courant, mais je ne sais pas ce que ça a donné ensuite. En tout cas, ça n'a pas été confirmé qu'il s'agissait de lui. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes toujours en 2008. Suite à leur découverte sur le PC de Josh, les enquêteurs pensent maintenant qu'il a pu faire une mauvaise rencontre, organisée ou non. Du coup, ils vont éplucher le registre des plaintes adressées au service de sécurité du campus à l'époque. C'est une bonne idée, si bonne qu'on peut se demander pourquoi ça n'a pas été fait avant. Et 2 rapports d'incidents vont les alerter. Dans les semaines précédant la disparition de Josh, les agents de sécurité vont voir à 2 reprises une Pontiac Sunfire orange traîner dans les endroits sombres du campus qui ne manquent pas. L'identification du conducteur n'a pas été relevée, mais lors d'un des 2 contrôles, un jeune homme, assez jeune pour être étudiant, est sorti côté passager et s'est enfui dans les bois. Comme s'il avait saisi l'occasion, comme s'il avait été retenu dans cette voiture. Bon, il aurait aussi pu s'enfuir parce qu'il avait de la drogue sur lui. Mais la proximité géographique et temporelle avec la disparition de Josh a retenu l'attention des enquêteurs. Ils ont réussi à retrouver le conducteur de la voiture en 2008, car les agents de sécurité avaient noté la plaque. Mais la Pontiac avait fini à la casse et le conducteur expliquait qu'il avait juste déposé un étudiant sur le campus. À ce stade, vous vous posez peut-être la question, non, il ne ressemble à aucun des hommes discutant avec Josh sur le chat Yahoo. Un podcast américain, Simply Vanished, publié en 2022, je vous mets le lien en commentaire pour les anglophones, est revenu sur des événements assez glauques et perturbants qui seraient arrivés à des jeunes hommes sur le campus de St. John's ou à proximité à l'époque de la disparition de Josh. Je prends le parti de vous les raconter pour que vous ayez la vision de l'affaire la plus complète possible, mais sachez que ça n'a pas été vérifié. Les témoins ont fini par aller raconter leurs histoires aux autorités, récemment, en 2022 justement, mais le grand public n'a pas de retour. Durant le mois de novembre 2002, un étudiant de St. John's, un certain Anthony, marche en direction du campus sur la même route que Josh a pris quand un SUV ou un pick-up s'arrête à côté de lui. Ces 4 occupants l'encouragent à monter avec eux,
prétextant qu'un ami à eux aurait été blessé ou tué près du pont, qu'ils seraient plus en sécurité pour rentrer s'il le ramenait à sa résidence sur le campus. Vous voyez le truc venir, ça sent pas bon. Et en effet, au lieu de rouler vers le campus, il l'emmène dans la forêt et lui annonce qu'il est temps de payer pour le trajet. Et par paiement, ils entendent une fellation au conducteur du véhicule. Pendant que le chauffeur et le passager échangent de place, Anthony se met à courir. Il se cache dans la forêt pendant que les 4 hommes parcourent le sol avec les faisceaux de leurs lampes torches. Par miracle, ils abandonnent leurs recherches et retournent vers le véhicule. Anthony, encore étourdi par l'alcool et la peur, entend les portières claquer et le bruit du moteur ronronner. Le pick-up démarre et s'enfonce dans la nuit. 2 semaines après la disparition de Josh, un autre étudiant, Jérémy, sort avec ses amis. C'est le premier week-end où il s'autorise à fêter parce que jusque-là, tout le monde était occupé à ratisser le campus et les alentours pour chercher Joshua Guimond. En rentrant de soirée, seul de nuit, à 3h du mat', vers le campus, déjà flippé, les battements de son cœur s'accélèrent encore quand un pick-up se gare en bord de route. 2 hommes en descendent. Ils s'avancent et lui demandent où est l'after. Cette question le rassure, évidemment, c'était le but, et Jérémy montre d'un geste l'endroit d'où il vient, indiquant du mieux qu'il peut la direction du bar. Mais alors qu'on pourrait s'attendre à ce que les 2 hommes repartent vers leur véhicule, ils continuent d'avancer. En les observant, Jérémy réalise qu'ils n'en ont rien à faire de l'after, rien à faire du bar, et qu'ils n'ont certainement pas l'intention d'aller boire un dernier verre. Jérémy se met alors à courir le plus vite possible. Il entend l'un des hommes lui crier « C'est pas la peine de courir !» Mais il court de plus belle, jusqu'à apercevoir un groupe de jeunes fumer des cigarettes devant une résidence étudiante où il sera hébergé pour la nuit, terrorisé. Fin août 2003, tard le soir, moins d'1 an après la disparition de Josh, un étudiant de St. John's, un certain Kyle, quitte sa résidence et rejoint sa voiture sur le parking. Mais alors qu'il marche dans la nuit, un véhicule avec 4 occupants s'arrête près de lui et les 4 hommes semblent le fixer. L'étudiant a d'abord un drôle de sentiment, un mauvais feeling, puis il tente de trouver une explication à leur comportement. C'est en général ce qu'on essaie de faire, à la fois pour se rassurer et pour évaluer le danger. Eh bien, il trouve une explication. Le conducteur attend sûrement qu'il laisse sa place pour se garer. Alors oui, c'est pas bête, sauf que le parking est complètement vide. Il sent la panique le gagner, se précipite dans sa voiture, démarre au quart de tour, roule un moment et, arrivé à destination, appelle son père pour lui raconter, lui dire où il est et se rassurer un peu. Alors serait-ce possible que ces hommes aient terrorisé les étudiants de St. John's durant cet hiver 2002-2003, au point d'avoir fait du mal à Josh, au point de l'avoir tué? Il est temps de reprendre les hypothèses, de lister les pour et les contre, afin de tenter de ressortir de cet épisode avec le cerveau un peu mieux rangé qu'au début. Et je vous l'avoue, c'est pas gagné. Commençons par la première. L'hypothèse de Nick est tentante. Parce qu'il était attiré par l'ex de Josh, parce qu'il était le seul à son étage, parce qu'il a peut-être utilisé son PC, parce qu'il y avait un trou dans son emploi du temps, parce qu'il n'a pas voulu passer le détecteur de mensonges. En même temps, commettre un meurtre sans laisser de traces, sans laisser de cadavre, rien. Quant aux déclarations de Cathy sur l'heure du départ de Nick, même si c'est 1h30, à ce moment-là, quelqu'un est déjà en train d'utiliser le PC de Josh pour passer de la musique. Ça voudrait dire que Nick aurait tué Josh au 3e étage et se serait débarrassé de son corps avec d'autres colocataires présents un samedi soir. En plus, ça paraît plus logique que ce soit Cathy qui se soit mélangée dans les heures, vu que Nick a badgé à 2h42. Ça coïncide plus avec l'heure de départ qu'il a donnée, soit 2h30 environ. Passons à une autre hypothèse, celle de la noyade. A-t-il pu tomber dans l'eau du lac Stump? Aurait-il, sous l'influence de l'alcool, glissé après avoir trouvé un endroit où se soulager? Peu probable, mais pas impossible non plus. Du coup, est-ce que c'est normal que son corps ne soit pas remonté à la surface au printemps? J'ai consulté de nombreux articles scientifiques sur la décomposition des corps en eau froide, youhou,
pour tenter de répondre à cette question. Et c'est pas foufou parce que les scientifiques publient des photos de noyés dans leurs articles. Fallait s'y attendre, mais j'ai été un peu surprise quand même. Eh bien, la conclusion, c'est que il n'y a pas de conclusion. Retrouver la date de la mort d'un cadavre ou savoir quand il va se décomposer est extrêmement complexe, beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça dépend des conditions abiotiques, donc la température, la pression, l'humidité, tout ça, et des espèces de décomposeurs présents, bactéries, archées, mycètes, mais aussi des prédateurs et des charognards. Dans un lac, le corps peut aussi être dévoré par les poissons, tortues, oiseaux, reptiles, bref, tout ce qui passe par là. Et un corps ne remonte pas forcément à la surface au printemps, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se décompose pas non plus. C'est souvent plus lent parce qu'il n'y a pas d'oxygène, mais l'eau est un solvant. En biochimie, on répète même que c'est un excellent solvant et un corps peut être dissous par l'eau. De plus, ce n'est pas parce qu'un lac est gelé à sa surface qu'il est gelé en profondeur. Donc, il n'est pas exclu que les ossements de Josh soient toujours au fond du lac. Deux éléments vont quand même à l'encontre de cette hypothèse. Un, le lac Stump a été largement fouillé et deux, il a été quasiment vidé durant quelques jours à partir du 28 avril 2003. Après, si sa profondeur est de 3 mètres en moyenne, à certains endroits, le fond est à 10 mètres et la surface du lac est de 14 hectares. Ça reste très grand. Et puis, ce n'est pas le seul lac du coin. La troisième hypothèse est celle d'une mauvaise rencontre sur la messagerie Yahoo, ce qui expliquerait le départ rapide de Josh de la soirée qu'il venait de rejoindre. Mais dans ce cas, s'il avait rendez-vous, pourquoi aller à cette fête? C'est pas comme s'il avait eu un portable, un téléphone portable et qu'il avait reçu un message de quelqu'un qui lui disait bah viens, je suis à tel endroit à telle heure. Non, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc pourquoi il aurait passé la soirée avec ses amis? Il se serait rendu dans l'appartement de Nate pour jouer au poker et 20 minutes après, 30 minutes après maximum, il décide de quitter pour aller au rendez-vous qui était déjà prévu. Ça paraît vraiment bizarre. La quatrième hypothèse serait celle d'un tueur qui rôde ou de plusieurs tueurs rôdeurs si on en croit les témoins qui se sont manifestés récemment. Ceci dit, on n'a aucun élément qui permette de confirmer cette piste et on n'a aucun élément qui relie Josh à ces hommes-là. Enfin, la dernière hypothèse serait celle d'une affaire à la Betaram. Un prêtre pédophile et violeur que Josh aurait démasqué et signalé à Yahoo et qu'il aurait voulu confronter. Ce qui expliquerait la piste suivie jusqu'à l'abbaye du campus par le chien de Saint-Hubert. Je vous ai traduit des extraits d'un article paru en 2016 dans un journal catholique, le National Catholic Reporter, pour vous dire à quel point il n'y a pas de doute sur la nature et l'ampleur du scandale. L'abbaye de St. John's, l'un des plus grands monastères bénédictins des États-Unis, a publié plus de 15 000 pages de documents mardi concernant 18 prêtres qu'elle a déclarés susceptibles d'avoir commis des abus sexuels sur des mineurs depuis les années 60. Comme beaucoup d'autres avant eux, les documents divulgués retracent ce que l'abbaye savait concernant chaque moine, près de la moitié d'entre eux étant décédés, et souvent les tentatives de les déplacer d'un endroit à un autre pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires et des scandales. Dans certains cas, des prêtres ayant des allégations connues d'abus sexuels, que ce soit avec des mineurs ou des étudiants de l'université de St. John's, ont pu continuer à voyager vers les monastères de l'abbaye à l'étranger, y compris au Japon et aux Bahamas. Parmi les 18 moines dont les dossiers sont désormais publics, 8 sont décédés et 2 ont quitté l'ordre bénédictin. 7 vivent encore sur le campus de Collegeville, qui comprend un monastère, une université et un lycée privé. Il existe une autre hypothèse dont je n'ai pas parlé, l'hypothèse de l'errance, de la désorientation et d'une mort par hypothermie. Les gens souvent se recroquevillent dans un coin quand ils ont froid, ce qui ne facilite pas les recherches. Ce n'est pas impossible, mais là encore, on ne comprend pas bien comment Josh se serait mis dans une situation pareille alors qu'il n'avait que 5 minutes de marche sur des routes assez larges, enfin bien trop larges et familières pour s'égarer.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, je suis super curieuse d'avoir vos impressions parce que cette affaire m'a laissée perplexe, sans certitude, un petit peu perdue. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Disparu.